En cette année 1404 ou peut-être 1405, personne ne peut imaginer que l'enfant qui vient de naître au château de Champtocé-sur-Loire deviendra l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire. Gilles de Montmorency-Laval, futur seigneur de Retz, voit le jour dans l'une des familles les plus puissantes de France. Son père Guy de Laval et sa mère Marie de Craon lui transmettent un héritage colossal. Du côté paternel, la maison de Laval règne sur de vastes territoires en Bretagne. Du côté maternel, la famille Craon contrôle d'immenses domaines en Anjou et dans le Poitou. Le jeune Gilles est destiné à devenir l'un des hommes les plus riches du royaume. Mais le destin frappe brutalement. En 1415, alors que Gilles n'a qu'11 ans, sa mère meurt. Quelques mois plus tard, son père trouve la mort dans un accident de chasse au sanglier. L'enfant se retrouve orphelin, placé sous la tutelle de son grand-père maternel, Jean de Craon. Ce personnage va jouer un rôle crucial dans ce qui deviendra plus tard une descente aux enfers sans précédent. Jean de Craon est un homme dur, sans scrupules, avide de pouvoir et de richesse. Il méprise ouvertement le droit et préfère la force brute pour obtenir ce qu'il veut. Sous sa garde, Gilles grandit dans un environnement où la violence règne en maître. Le grand-père laisse son petit-fils faire absolument tout ce qu'il désire. Aucune limite, aucune discipline, aucune éducation morale. Plus tard, lors de son procès, Gilles lui-même avouera qu'au temps de sa jeunesse, il faisait pour son plaisir et toute sa volonté tout le mal qu'il pouvait. Malgré cette éducation négligée sur le plan moral, Gilles n'est pas un enfant stupide. Loin de là. Il parle couramment le latin, s'intéresse à la musique, lit énormément. Il est cultivé, intelligent, doté d'une vivacité d'esprit remarquable. Mais sous ce vernis de culture se cache déjà une personnalité troublante. Les témoignages de l'époque le décrivent comme colérique, violent, avec une haine particulière pour tout ce qui est féminin. En 1420, à 16 ans, Gilles entre dans la carrière militaire en participant à une campagne pour libérer Jean de Montfort. 2 ans plus tard, son grand-père arrange son mariage avec Catherine de Thouars, une cousine éloignée extraordinairement riche. Cette union lui apporte des terres supplémentaires et consolide encore davantage sa fortune. À 20 ans, Gilles de Retz possède déjà l'un des patrimoines les plus impressionnants de France. Il contrôle des châteaux en Bretagne, en Anjou, au Poitou, dans le Maine. Machecoul, Tiffauges, Champtocé, Pouzauges, autant de forteresses qui témoignent de sa puissance. En 1427, la France est à genoux. La guerre de 100 ans ravage le royaume depuis des décennies. Les Anglais contrôlent la moitié nord du pays grâce au traité de Troyes qui a déshérité le dauphin Charles au profit du roi d'Angleterre. Les troupes françaises accumulent les défaites. Le moral est au plus bas. Dans ce contexte désespéré, Gilles de Retz rejoint la cause du futur Charles VII. C'est à ce moment qu'apparaît une jeune fille extraordinaire venue de Lorraine. Jeanne d'Arc affirme avoir reçu des voix divines lui ordonnant de libérer la France et de faire sacrer le dauphin à Reims. En février 1429, elle arrive à Chinon pour rencontrer Charles. Gilles de Retz est présent au château parmi les autres capitaines de l'armée royale. Il a 24 ans et s'est déjà lié à son cousin Georges de la Trémoille, le puissant grand chambellan du roi. En avril 1429, Gilles scelle officiellement son alliance avec la Trémoille par une lettre signée de sa main. Il s'engage à le servir jusqu'à mort et à vie, envers tous et contre tous. Cette alliance lui ouvre les portes du pouvoir. Le 25 avril, une armée de secours se constitue à Blois pour libérer Orléans, assiégé par les Anglais depuis 6 mois. Jeanne d'Arc reçoit l'autorisation d'accompagner ce convoi de vivres et d'armes. Le commandement est confié à Gilles de Retz et Jean de Brosse, maréchal de Boussac. Le 29 avril, le convoi entre dans Orléans. La présence de Jeanne galvanise les défenseurs épuisés. Pendant plusieurs jours, les troupes françaises lancent des assauts contre les bastilles anglaises qui encerclent la ville. Gilles se bat aux côtés de la Pucelle lors de ces combats acharnés. Le 7 mai, l'attaque décisive est lancée contre les Tourelles, la forteresse qui contrôle le pont sur la Loire. Les combats sont féroces. Jeanne est blessée à la jambe par un carreau d'arbalète mais refuse d'abandonner. Au crépuscule, les tourelles tombent. Le lendemain, les Anglais lèvent le siège et se retirent. Orléans est libéré.
Cette victoire inespérée change le cours de la guerre. Gilles de Retz participe ensuite à la campagne de la Loire. Les villes de Jargeau, Meung et Beaugency sont reprises aux Anglais. Le 18 juin, à Patay, l'armée française écrase les troupes anglaises venues de Paris. C'est la première victoire en bataille rangée depuis le désastre d'Azincourt 15 ans plus tôt. Fort de ses succès, Charles VII décide de se faire sacrer à Reims. Le cortège royal traverse des territoires contrôlés par les Bourguignons alliés des Anglais. Gilles de Retz fait partie de l'escorte qui protège le roi et Jeanne d'Arc. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré dans la cathédrale de Reims. À la droite du roi se tient Jeanne d'Arc, à sa gauche Gilles de Retz. Ce jour-là, le jeune baron reçoit le titre de maréchal de France. Il n'a que 25 ans et devient l'un des plus hauts dignitaires militaires du royaume. Le roi lui accorde également un privilège exceptionnel, le droit d'ajouter à son blason une bordure aux armes de France avec des fleurs de lys d'or sur fond d'azur. Seule Jeanne d'Arc partage cet honneur avec lui. En septembre, Gilles participe au siège de Paris aux côtés de Jeanne. Le 8 septembre, l'assaut est donné contre la porte Saint-Honoré. Le maréchal se tient toute la journée auprès de la Pucelle parmi les hommes d'armes. Mais l'attaque échoue. Jeanne est à nouveau blessée. Le siège est levé et l'armée se replie vers la Loire avant d'être licenciée. En 1430, Jeanne d'Arc est capturée à Compiègne et vendue aux Anglais. Gilles tente de participer à une expédition pour la libérer mais échoue. En mai 1431, la Pucelle est brûlée vive à Rouen. Cette mort marque profondément le jeune maréchal. Certains historiens pensent que la perte de Jeanne a joué un rôle dans sa descente aux enfers, mais la réalité est probablement plus complexe. En novembre 1432, Jean de Craon meurt. Gilles hérite de tous les domaines de son grand-père. Sa fortune devient pharaonique. Il possède maintenant des dizaines de châteaux, des terres immenses, des revenus colossaux. Mais c'est précisément à ce moment que tout bascule. L'année 1432 marque le début de ses crimes. Coïncidence troublante. Avant la mort de son grand-père, aucun crime n'est signalé. Après, les disparitions d'enfants commencent autour de ces châteaux. Gilles se retire progressivement de la guerre. En 1433, son protecteur Georges de la Trémoille tombe en disgrâce. Le maréchal perd ses appuis à la cour. En 1434, Charles VII menace de lui retirer sa charge militaire après que Gilles n'ait rien fait pour empêcher les Bourguignons de prendre la ville de Grancey. Il est probablement remplacé de fait par André de Laval-Loéac. Sans la guerre pour l'occuper, Gilles se lance dans une prodigalité délirante. Il veut impressionner, éblouir, surpasser tous les grands seigneurs du royaume. Il se constitue une maison militaire avec 200 cavaliers magnifiquement équipés. Il s'entoure d'une chapelle privée somptueuse dédiée aux saints innocents. Les murs sont tapissés de draps d'or et de soie. Les vases sacrés sont en or massif enrichi de pierreries. Il possède un jeu d'orgue qu'il fait porter devant lui partout où il va. Ses chapelains portent des titres pompeux, doyens, chantres, archidiacres, évêques, et sont habillés d'écarlate doublée de fourrures précieuses. Il organise des spectacles fastueux. En 1434, il fait représenter le mystère du siège d'Orléans, une pièce de théâtre relatant la libération de la ville. Les décors sont grandioses, les acteurs nombreux. Mais malgré tout ce faste, la représentation ne parvient pas à susciter l'intérêt du roi. L'échec est cuisant, les dettes s'accumulent rapidement. Gilles vend ses terres les unes après les autres pour financer son train de vie insensé. Sa famille s'alarme. En 1435, son frère René de la Suze et son cousin André de Laval décident d'agir. Ils s'emparent par la force des châteaux de Champtocé et Machecoul pour empêcher Gilles de les vendre. Furieux, le maréchal reprend les 2 forteresses de vive force avec l'aide du duc de Bretagne Jean V en 1437 et 1438. Le 2 juillet 1435, Charles VII prend une mesure drastique. Il interdit à Gilles de vendre ou d'aliéner ses biens sans l'accord royal. Mais il est déjà trop tard. La fortune colossale fond comme neige au soleil. Gilles est acculé financièrement. C'est dans ce contexte désespéré qu'il va se tourner vers des solutions de plus en plus sombres. Ruiné par ses dépenses démesurées, Gilles cherche une solution miracle pour reconstituer sa fortune. Il se tourne vers l'alchimie
cette science médiévale qui promet de transformer n'importe quel métal en or grâce à une substance mystérieuse appelée la pierre philosophale. Dans ces châteaux, il fait construire des laboratoires équipés de fourneaux spéciaux, de cornues, de creusets. Des alchimistes se succèdent à Tiphauges et Machécoul. Antoine de Palerme, François Lombard, Jean Petit-Orfèvre de Paris, tous promettent monts et merveilles, mais aucun ne parvient à créer de l'or. L'alchimie au Moyen-Âge est intimement liée à la magie noire et à l'invocation des démons. La plupart des alchimistes prétendent avoir besoin de l'aide des esprits pour réussir le grand œuvre. Gilles, de plus en plus désespéré, accepte cette logique. Il envoie son prêtre, Eustache Blanchet, en Italie pour trouver le meilleur sorcier disponible. En 1438, Blanchet revient avec un jeune homme extraordinaire. François Prelati n'a que 23 ans, mais il éblouit immédiatement Gilles. Cet Italien originaire de Florence est cultivé, spirituel, raffiné. Il parle un latin élégant, connaît les arts, sait flatter son maître avec habileté. Mais surtout, il prétend posséder un démon familier nommé Baron, qui peut tout lui donner. Richesse, pouvoir, connaissance. Prelati s'installe luxueusement à Tiphauges et commence ses invocations. Le rituel est toujours le même. Il trace un cercle magique dans le sol avec la pointe d'une épée consacrée. Il invite Gilles à entrer dans ce cercle et à formuler ses demandes au démon. Le maréchal obéit, tenant dans sa main un parchemin signé de son sang où il promet obéissance aveugle en échange de 3 dons: science, richesse et pouvoir. Mais Baron ne se manifeste jamais en présence de Gilles. Le démon n'apparaît, selon Prelati, que lorsque le maréchal est absent. Un jour, Prelati annonce triomphalement que Baron a accepté de l'aider et qu'il a fait apparaître des lingots d'or dans une salle. Mais il interdit à Gilles d'y toucher pendant quelques jours. Évidemment, quand Gilles revient, l'or a disparu. Prelati explique que le démon l'a repris parce que le maréchal n'a pas respecté les conditions du pacte. Les invocations se multiplient. À Tiphauges, à Bourgneuf, à Machecoul. Prelati prétend que Baron exige davantage pour se manifester. Il ne veut pas seulement la soumission de Gilles, il veut du sang. Il veut des parties du corps d'enfant. Le démon réclame une main, un cœur, des yeux prélevés sur un jeune innocent. C'est à ce moment précis que les crimes de Gilles basculent dans l'horreur absolue. Ce qui avait commencé en 1432 comme des meurtres motivés par des pulsions sexuelles devient également un rituel démoniaque. Gilles fait tuer des enfants, prélève leurs organes et les présente à Prelati, qui prétend les offrir à Baron lors de ses invocations. Les témoignages du procès révéleront des scènes atroces. Un cœur, une main et des yeux d'enfants placés dans un verre sur une cheminée, en offrande au démon. Malgré tous ces sacrifices, Baron continue de refuser de se montrer à Gilles. Le maréchal reste convaincu que le démon existe, mais qu'il n'est pas assez digne de le voir. Cette croyance obsessionnelle le pousse à multiplier les crimes, espérant toujours que le prochain sacrifice sera le bon, celui qui fera enfin apparaître Baron et lui redonnera sa fortune perdue. Pendant ce temps, Prelati continue de jouer son rôle avec un talent diabolique. Il organise des mises en scène élaborées. Un jour, il s'enferme dans une pièce pour une invocation. Des cris et des bruits violents se font entendre. Quand Gilles et Blanchet ouvrent la porte, ils trouvent de Prelati ensanglanté, prétendant avoir été battu par le démon. Une autre fois, Prelati affirme que Baron a laissé une poudre noire magique qui doit être portée en amulette. Gilles se met à porter autour du cou une boîte en argent contenant cette poudre supposément offerte par le démon personnel de Prelati. La vérité est simple. Prelati est un charlatan de génie qui manipule un homme désespéré et superstitieux. Mais pour Gilles, chaque échec ne fait que renforcer sa croyance. Il est persuadé que le problème vient de lui, pas des mensonges de Prelati. Cette dynamique perverse va durer jusqu'à son arrestation. Entre 1432 et 1440, pendant 8 années terrifiantes, les habitants de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou vivent dans l'épouvante. Des enfants disparaissent les uns après les autres sans laisser de traces. Un garçon qui sort de l'école et ne rentre jamais chez lui. Un adolescent qui gardait les moutons et s'est volatilisé. Un orphelin mendiant qu'on ne revoit plus. Les familles pleurent, cherchent, questionnent. Mais personne n'ose accuser ouvertement le puissant seigneur de Retz. Le mode opératoire est toujours similaire.
Gilles a recruté plusieurs complices chargés de lui procurer des victimes. Il y a d'abord ses 2 valets de chambre, Henriette Grillard et Étienne Corillot, surnommé Poitou. Ces 2 hommes deviennent ses exécutants les plus fidèles, présents lors de presque tous les crimes. Il y a aussi ses cousins et amis, Gilles de Sillé et Roger de Briqueville, qui parcourent les campagnes pour repérer des proies potentielles. Le prêtre défroqué Eustache Blanchet participe également au recrutement. Mais la plus efficace est sans doute Perrine Martin, une vieille femme d'environ 55 ans surnommée la Meffraye par les habitants terrifiés. Cette femme parcourt les villages et les bourgs, approchant les enfants qui gardent les bêtes ou qui mendient. Elle les flatte, les caresse, promet de les emmener vers une vie meilleure. Elle offre du pain, des vêtements, parfois de l'argent. Mais elle garde toujours le visage à moitié caché par une étamine noire, ce qui lui donne un aspect fantomatique. Les enfants qu'elle emmène vers les châteaux de Gilles ne reviennent jamais. Les victimes sont principalement des garçons âgés de 6 à 17 ans. Certains témoignages mentionnent quelques filles, mais elles sont rares. Quand elles sont enlevées, c'est généralement parce qu'elles ont été témoins d'un enlèvement et qu'il faut les faire taire. Gilles a une préférence marquée pour les garçons aux traits délicats, à la peau claire, aux cheveux blonds ou châtains. La beauté de l'enfant semble jouer un rôle important dans sa sélection. Une fois amenés dans l'un des châteaux du maréchal, Machecoul, Tiffauges, Champtocé ou son hôtel de la Suze à Nantes, les enfants subissent des tortures indescriptibles. Les témoignages recueillis lors du procès révèlent des détails glaçants que les chroniqueurs de l'époque eux-mêmes hésitent à transcrire intégralement. Gilles reçoit l'enfant dans sa chambre. Parfois, il commence par le rassurer, lui faire des promesses. D'autres fois, il attaque immédiatement. Les enfants étaient soumis à des mauvais traitements particulièrement cruels. Gilles alternait des gestes de menace avec des attitudes trompeuses visant à se donner l'apparence d'un protecteur. Ce cycle de manipulation se répétait plusieurs fois. Par la suite, il commettait d'autres actes graves à leur encontre, qui se concluaient par leur mise à mort. Les déclarations de Gilles lors de son procès décrivaient ces faits avec une précision glaçante. Il explique qu'il prenait plaisir à voir la terreur dans les yeux de ses victimes. Il aimait contempler leur dernier soupir, observer le moment exact où la vie quittait leur corps. Quand le juge lui demande pourquoi il commettait ces horreurs, Gilles répond simplement qu'il cherchait sa délectation charnelle. Il précise qu'il jouissait davantage de la torture que de l'acte sexuel lui-même. Après les meurtres, les corps posent un problème logistique. Les cadavres sont soit brûlés dans les vastes cheminées des châteaux, soit jetés dans les douves ou les citernes, soit enterrés dans des cachettes secrètes. Henriette et Poitou, les 2 valets, deviennent des experts dans l'art de faire disparaître les preuves. Ils découpent les corps, les démembrent, les calcinent. Certains organes sont conservés pour les rituels d'invocation de prélatie. Le nombre exact des victimes reste impossible à établir. L'acte d'accusation mentionne 140 enfants, mais Gilles lui-même aurait déclaré lors d'un interrogatoire 620 enfants environ chaque année, soit 120 par an. Sur 8 ans, cela donnerait près de 1000 victimes. Les estimations des historiens varient entre 140 et 800 morts. La vérité se situe probablement quelque part entre ces chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire avant l'ère moderne. Parmi les crimes identifiés lors du procès, certains sont particulièrement révélateurs. En juillet 1440, peu avant son arrestation, Gilles se rend à Josselin pour visiter le duc de Bretagne. Après cette visite, il passe par Vannes, où son complice André Buchet lui procure un garçon de 10 ans nommé Jean Lavary. Gilles le viole et le tue dans une chambre d'auberge. La tête de l'enfant est brûlée dans la cheminée pour faire disparaître les preuves. Ce meurtre, commis alors que Gilles sait que des rumeurs circulent sur lui, montre l'emprise totale de sa compulsion. Un autre cas témoigne de la cruauté méthodique du maréchal. Le premier enfant tué pour les rituels de prélatie n'a jamais pu être identifié. Lors du procès, ni Gilles ni ses complices ne se souviennent de son nom ou de son âge. Mais ils décrivent en détail ce qu'ils lui ont fait subir. Gorge tranchée, cœur arraché, yeux enlevés, mains coupées. Le tout présenté aux démons en offrande. Quand Satan ne se manifeste pas, Gilles entre dans une rage folle et multiplie les sacrifices. Certains enfants sont sauvés in extremis.
Étienne Corillot, surnommé Poitou, était lui-même un ancien page recruté par Gilles. Gilles de Sillé, le cousin du maréchal, l'aurait épargné en raison de sa grande beauté. Le garçon devient alors complice des crimes au lieu d'en être victime. Ce renversement illustre la perversité du système mis en place. Les victimes potentielles peuvent devenir des bourreaux si elles plaisent suffisamment à leurs ravisseurs. Les crimes de Gilles ne connaissent aucune pause, aucun remords. Ils se poursuivent avec une régularité terrifiante jusqu'en septembre 1440. Ce qui avait commencé par des pulsions sexuelles s'est transformé en une machine à tuer alimentée par l'obsession démoniaque et la conviction délirante qu'un sacrifice de plus amènera enfin la richesse et le pouvoir perdu. Pendant des années, personne n'ose défier le puissant maréchal de France. Les disparitions sont attribuées à toutes sortes de causes, noyades accidentelles, attaques de loups, mauvaises fées. Certains habitants font le rapprochement avec les déplacements de Gilles entre ces différents châteaux, mais la terreur qu'inspire son nom les réduit au silence. Comment accuser un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, un homme décoré par le roi lui-même? Mais en 1440, Gilles commet une erreur fatale qui va permettre à la justice de s'intéresser enfin à lui. Cette erreur n'a rien à voir avec ses crimes contre les enfants. Elle concerne une question d'argent et d'orgueil. Gilles a vendu le château de Saint-Étienne-de-Mer-Morte à Geoffroy le Ferron, le trésorier du duc de Bretagne, Jean V. Le Ferron a ensuite confié la gestion de ce domaine à son frère Jean, un prêtre. Mais Gilles regrette cette vente et veut récupérer la propriété. Le 15 mai 1440, il débarque à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, en pleine messe avec une troupe de 60 hommes armés. Il entre à cheval dans l'église, la hache à la main. Il interrompt l'office religieux, menace le prêtre Jean le Ferron de mort, le fait prisonnier et s'empare du château par la force. Cet acte constitue un sacrilège impardonnable. Violer l'immunité ecclésiastique en agressant un clerc dans une église est un crime de lèse-majesté envers Dieu et envers le duc de Bretagne, suzerain de Gilles. Jean de Malestroit, évêque de Nantes et cousin du duc, voit enfin l'occasion d'agir contre le maréchal. Depuis des années, des rumeurs circulent sur les disparitions d'enfants. Des familles ont porté plainte discrètement. Mais tant que Gilles restait dans la légalité, sa puissance le protégeait. Maintenant qu'il a commis un crime public et évident, les portes de la justice s'ouvrent. Jean de Malestroit lance une enquête secrète sur la réputation de Gilles de Retz. Cette procédure inquisitoriale cherche à recueillir des témoignages sur la fama, c'est-à-dire sur la rumeur établie autour d'un individu. Des enquêteurs sillonnent discrètement les régions où Gilles possède des châteaux. Ils interrogent les habitants, les familles d'enfants disparus, les serviteurs qui ont quitté le service du maréchal. Les témoignages s'accumulent. Une mère raconte que son fils est parti avec une vieille femme au visage caché qui promettait du travail au château. L'enfant n'est jamais revenu. Un père explique que son garçon gardait les moutons près de Machecoul et a disparu le jour où le maréchal était en résidence. Un ancien serviteur mentionne des cris d'enfants entendus la nuit dans les tours des châteaux, suivis de silences inquiétants. Les pièces du puzzle se mettent en place. Le 29 juillet 1440, Jean de Malestroit publie les résultats de son enquête sous forme de lettres patentes. Gilles de Retz est officiellement accusé par la rumeur publique de viols et de meurtres commis sur de nombreux enfants, ainsi que d'invocations démoniaques et de pactes avec le diable. L'évêque ordonne l'arrestation du maréchal. Le 15 septembre 1440, le capitaine d'armes Jean Labbé se présente au château de Machecoul avec une troupe de soldats du duc de Bretagne. Gilles se rend sans résistance. Il remet son épée au capitaine et accepte de le suivre à Nantes pour entendre les charges retenues contre lui. Plusieurs de ses complices sont arrêtés en même temps. François Prelati l'alchimiste, Eustache Blanchet le prêtre, Henriette Grillard et Étienne Corillot dit Poitou, ses deux valets de chambre les plus fidèles. Gilles de Retz est conduit au château de Nantes et emprisonné à la Tour-Neuve. Commence alors l'un des procès les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Le maréchal va faire face à un double tribunal, la justice ecclésiastique d'une part, la justice civile ducale d'autre part. Les deux juridictions mènent des procédures parallèles mais coordonnées. Le 13 octobre 1440, Gilles de Retz se présente devant le tribunal ecclésiastique au château de la Tour-Neuve à Nantes. Face à lui siègent Jean de Malestroit, évêque de Nantes, Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur de France,
ainsi que les évêques de Saint-Brieuc et de Saint-Lô. Le promoteur Guillaume Chapeillon lit un acte d'accusation comportant 49 chefs d'inculpation répartis en 3 catégories. La première catégorie concerne les meurtres d'enfants. L'accusation fait état de 140 victimes, peut-être davantage. Les juges énumèrent les lieux des crimes, les châteaux de Machecoul, Tiffauges, Champtocé et l'hôtel de la Suze à Nantes. La deuxième catégorie porte sur l'hérésie, l'apostasie et l'invocation de démons. Gilles est accusé d'avoir tenté d'invoquer Satan par l'intermédiaire de prélatis et d'avoir offert des parties de corps d'enfants en sacrifice. La troisième catégorie englobe la sodomie et la violation des immunités ecclésiastiques, notamment l'agression du prêtre Jean Le Ferron dans son église. Lorsque la lecture s'achève, Gilles explose de rage. Il refuse l'autorité des juges, les insulte, les traite de simoniaques et les accuse de convoiter ses biens. Il menace d'en appeler au roi de France. Face à cette attitude, les juges l'excommunient immédiatement pour outrage. Cette sanction frappe Gilles profondément. Malgré ses crimes, il demeure croyant et l'idée de mourir excommunié et damné éternellement le terrifie. 2 jours plus tard, le 15 octobre, il demande humblement sa réintégration dans l'Église. Il reconnaît l'autorité des juges et promet de dire la vérité. L'excommunication est levée. Entre-temps, les interrogatoires des complices commencent le 16 et 17 octobre. Eustache Blanchet témoigne en premier. Il relate son voyage en Italie, sa rencontre avec François Prelati à Florence, leur retour en France et les pratiques alchimiques auxquelles il a assisté. Puis vient le tour de Prelati. Le jeune Italien comprend que tout est perdu et avoue intégralement. Il décrit les rituels d'invocation menés à Tiffauges et Machecoul, explique comment il traçait des cercles magiques avec une épée consacrée. Il raconte que Gilles entrait dans le cercle pour prononcer des serments d'obéissance au démon baron. Il révèle avoir reçu du maréchal des parties de corps d'enfants pour les offrir en sacrifice lors des invocations, précisant qu'il n'a jamais réussi à faire apparaître le démon devant Gilles. Les témoignages les plus accablants proviennent d'Henriette Grillard et d'Étienne Corillot, dit Poitou. Ces 2 valets de chambre ont assisté à presque tous les crimes depuis 1432 et connaissent des détails que seuls des témoins directs peuvent connaître. Henriette décrit le mode opératoire standard. Les enfants sont enlevés par différents rabatteurs, amenés dans les châteaux généralement le soir, où le maréchal les reçoit dans sa chambre, les viole, les torture et les tue. Ensuite, Henriette et Poitou doivent faire disparaître les corps en les découpant, les démembrant, les brûlant dans les cheminées ou en les jetant dans les douves et les citernes. Poitou confirme ces déclarations et ajoute des détails encore plus horribles. Il explique que Gilles aimait suspendre les enfants à des crochets par le cou, les étrangler lentement, puis les ranimer en les décrochant avant qu'ils ne meurent complètement. Cette torture se répétait plusieurs fois. Il raconte également que le maréchal conservait parfois des parties de corps dans des coffres ou des bocaux, soit pour les rituels de prélatis, soit simplement pour les contempler. Le 21 octobre, Gilles est convoqué pour un interrogatoire privé en présence de Pierre de l'Hôpital, président du tribunal civil de Bretagne. La salle contient tous les instruments de torture cachés derrière une tapisserie. Les juges menacent Gilles de le torturer s'il ne dit pas la vérité. Cette seule menace suffit. Le maréchal s'effondre et confesse tout, d'abord à huis clos, puis devant l'assemblée complète. Ses aveux sont d'une précision clinique. Il confirme les témoignages d'Henriette et Poitou et ajoute même des éléments que ses complices ignoraient. Quand le juge lui demande pourquoi il a commis ces horreurs, Gilles répond qu'il n'a recherché que sa délectation charnelle. Il explique que l'idée lui est venue en lisant un livre latin sur la vie des empereurs romains écrit par Suétone, où il a lu que Tibère, Caligula et autres Césars prenaient plaisir à martyriser des enfants. Il a décidé d'imiter ces empereurs païens. Le 22 octobre, Gilles répète ses aveux publiquement devant toute la cour. Il pleure, sanglote, demande pardon à Dieu et aux hommes. Il supplie les parents des victimes de lui accorder leur pardon et les exhorte à bien élever leurs enfants, à ne pas les laisser dans l'oisiveté qui, selon lui, l'a conduit au crime. Plusieurs parents éclatent en sanglots. La scène est d'une intensité dramatique extraordinaire. Le 25 octobre 1440, la sentence tombe. Le tribunal ecclésiastique déclare Gilles coupable d'hérésie, d'apostasie, d'évocation de démons, de sodomie et de sacrilège. Le même jour, le tribunal civil le déclare coupable de rapt,
d'assassinat d'enfants et de violence. Les deux juridictions prononcent la peine de mort par pendaison et bûcher. Le maréchal obtient 3 faveurs. Son corps ne sera pas entièrement consumé pour que sa famille puisse l'inhumer en terre chrétienne. Il pourra se confesser et communier avant l'exécution, et une procession religieuse sera organisée pour le salut de son âme. Henri et Poitou sont condamnés au même sort. François Prelati, en tant que clerc, échappe à la mort et est condamné à la prison perpétuelle. Il s'évadera plus tard et finira brûlé en 1446 pour d'autres crimes. Le 26 octobre 1440, dès 9 heures du matin, une immense procession se forme dans les rues de Nantes. L'évêque Jean de Malestroit sort de la cathédrale portant le Saint-Sacrement, suivi du clergé et du peuple chantant des psaumes. Vers 11 heures, le cortège des condamnés quitte le château. Gilles, entouré de prêtres, porte une tenue simple et tient un cierge allumé. Son visage est baigné de larmes. Il a passé la nuit en prière et communié au petit matin. Sur la prairie de Biesse, 3 gibets ont été dressés, celui du centre, le plus haut, étant destiné au maréchal. Sous chaque gibet brûle un bûcher. Une tribune accueille le duc Jean V, l'évêque et les juges. Avant de monter à l'échafaud, Gilles prononce un dernier discours. Il supplie les parents des victimes de lui accorder leur pardon, exhorte Henriette et Poitou au repentir et lance un avertissement aux pères de famille présents de ne pas élever leurs enfants dans les délicatesses et l'oisiveté. Gilles est pendu le premier. Des femmes de son entourage ont obtenu l'autorisation d'enlever son corps du bûcher avant qu'il ne soit entièrement consumé. Après quelques minutes de pendaison, son cadavre est déposé dans un cercueil. Il sera enterré quelques jours plus tard dans l'église des Carmes de Nantes, lors de funérailles grandioses. Henriette et Poitou n'ont pas cette chance. Leur corps reste sur le bûcher jusqu'à ce qu'ils soient entièrement réduits en cendres qui sont ensuite dispersées. Une légende raconte que le soir de l'exécution, les parents de Nantes ont fouetté leurs enfants jusqu'au sang pour qu'ils n'oublient jamais ce jour. Ainsi s'achève l'histoire du maréchal de France devenu le pire tueur en série de l'histoire médiévale. Un avertissement que l'horreur peut se cacher sous les apparences les plus nobles et que le monstre peut porter l'armure du héros.